Au sommaire de cette édition, des centaines de milliers de fidèles venus de tout le Sénégal ont afflué ce vendredi à pied, en bus et en voiture pour prier dans la nouvelle grande mosquée de Dakar. Un groupe de 66 Africains arrive à Kigali en provenance de Libye, dans le cadre d'un programme qui pourrait voir le Rwanda accueillir des milliers de migrants évacués de ce pays plongé dans le chaos. Et puis plusieurs centaines de Marocains se sont rassemblés ce vendredi à Casablanca et Rabat pour appeler les responsables politiques de la planète à agir face à l'urgence climatique. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. On démarre cette édition par le Burundi où le gouvernement a inauguré le nouveau palais présidentiel construit par la Chine avec un budget de plus de 25 millions de dollars. Ntare Rouchatsi House a été construit lors des travaux de développement communautaire par les citoyens de la localité et des citoyens chinois financés par la coopération chinoise. Le Ntare Rouchatsi House est un cadeau très symbolique de la Chine en vue d'appuyer la renaissance du Burundi. J'aimerais profiter de l'opportunité pour remercier les bâtisseurs chinois et burundais, toutes autorités qui ont contribué de loin ou de près et d'une manière ou d'une autre à cet édifice emblématique de la ville de Bujumbura. Ayez un logement et soyez respectés, ayez un abri sûr et prospérez en paix. Nous venons de dire adieu à l'emplacement du palais. Ce qui nous pousse à aimer la Chine plus que les autres nations, c'est parce que nous entretenons une très bonne relation d'amitié et parce qu'elle ne nous a jamais laissés en difficulté. Nous partageons le mal et le bonheur. Au Sénégal, des fidèles musulmans ont participé à la prière du vendredi dans la nouvelle grande mosquée de Dakar, présentée comme la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. C'était lors de son inauguration. Une foule de milliers de personnes assistent à l'inauguration à Dakar de la mosquée Massalikul Jinan, capable d'accueillir 30 000 fidèles. Dévotion, fierté et sensation d'un moment d'histoire se mêlent dans la foule qui s'agglutine dans ou faute de place autour de ce que ces bâtisseurs présentent comme la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest, rivalisant avec celle des pays arabes. Nous sommes venus comme tout talibé mouride, célébrer ou bien participer même à l'inauguration de cette sainte mosquée que vous voyez. Ouais, parce nous sommes des mourides. Ouais. Nous sommes des mourides et c'est notre fierté. C'est notre fierté de venir ici assister à l'inauguration de la mosquée. Donc c'est normal qu'on soit fiers. Ouais, je suis venu pour exprimer ma gratitude, d'abord de rendre grâce à Dieu, de remercier aussi le Mame Serigne Touba, tout ce qu'il a fait pour l'islam, tout ce qu'il a fait pour le monde musulman. Mais c'est l'universalité de Serigne Touba qui est importante. Par ses dimensions, par la magnificence de ses marbres et ses décors, et par la ferveur qu'elle suscite, la mosquée matérialise l'influence historiquement exercée non seulement par les mourides, mais par les confréries musulmanes dans un pays sur la voie de l'émergence économique. Le coût de 10 ans de travaux, chiffré à plus de 20 milliards de francs CFA, soit plus de 30 millions d'euros, a été couvert pour une large part par les dons des fidèles. Mais de grandes fortunes sénégalaises, des chefs religieux, des personnalités politiques et de grosses entreprises dirigées par des mourides qui contrôlent de nombreux secteurs du commerce, de l'immobilier et des médias ont également contribué. Quant à l'État, il a offert les 6 hectares de terrain marécageux sur lesquels a été construite la mosquée. Il a débloqué 7 milliards de francs CFA, soit 10,5 millions d'euros pour la voirie, l'assainissement et l'éclairage alentour. Plus de 300 garçons de nationalités différentes, dont des mineurs, ont été découverts et secourus par la police de Kaduna, dans le nord du Nigeria. D'après un porte-parole de la police, ils étaient victimes de tortures et de viols dans un centre d'enseignement islamique. C'est un raid mené jeudi soir dans une maison du quartier Rigaza qui a conduit à la découverte des élèves et étudiants vivant dans des conditions inhumaines et dégradantes sous couvert de leur apprendre le Coran et de les redresser.
D'après le porte-parole de la police de l'État de Kaduna, Yakubu Sabo, le propriétaire de l'établissement et ses 6 assistants ont été arrêtés. La police dit avoir trouvé une centaine d'étudiants, dont des enfants de 9 ans à peine, enchaînés dans une petite pièce dans le but de les corriger et de les responsabiliser. La source précise que beaucoup d'entre eux portaient des cicatrices sur le dos. Certains d'entre eux ont déclaré avoir été violés par leur professeur. La police a également trouvé une chambre de torture où des élèves étaient suspendus à des chaînes et battus lorsque les enseignants estimaient qu'ils avaient commis une faute. Le raid policier a été lancé suite à des plaintes répétées de voisins qui se doutaient que quelque chose d'anormal se passait à l'intérieur de l'école. Les victimes étaient de nationalités différentes et 2 d'entre elles ont déclaré lors de leur interrogatoire qu'elles avaient été amenées par leurs parents du Burkina Faso. Ouverte il y a une dizaine d'années, l'école hébergeait des étudiants amenés par leur famille pour leur apprendre le Coran, mais surtout remettre dans le droit chemin de petits délinquants ou consommateurs de drogue. Le nord du Nigeria, majoritairement musulman, accueille un grand nombre de maisons de correction, plus ou moins formelles, dispensant un enseignement religieux strict, en l'absence de structures publiques à même de prendre en charge les jeunes livrés à eux-mêmes. Démarrage d'un programme d'accueil de réfugiés. Un groupe de 66 Africains est arrivé ce jeudi soir à Kigali en provenance de Libye. Le Rwanda va accueillir des milliers de migrants évacués de ce pays plongé dans le chaos. Le Rwanda, qui compte 12 millions d'habitants, s'est dit prêt à accueillir jusqu'à 30 000 personnes. Dans ce cadre, Kigali a signé depuis septembre un accord avec l'Union africaine et le HCR pour accueillir des réfugiés et demandeurs d'asile africains bloqués en Libye. Le Haut Commissariat pour les réfugiés a annoncé l'atterrissage jeudi à Kigali du premier groupe de réfugiés constitué de mineurs isolés, de mères célibataires et de familles. La plus petite passagère était un bébé de 2 mois, né en Libye de parents somaliens. Un autre avion avec 125 personnes est prévu mi-octobre, d'après un responsable de l'ONU. Les réfugiés seront accueillis dans un centre de transit avant d'être réinstallés en plusieurs points du territoire rwandais. Ils pourront aussi être rapatriés s'ils le souhaitent dans leur pays d'origine. Selon l'ONU, 42 000 réfugiés d'Afrique subsaharienne se trouvent actuellement en Libye. La Libye, plongée dans le chaos et dans la guerre depuis la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011, est un pays de transit pour les migrants subsahariens qui veulent gagner l'Europe en empruntant la route maritime meurtrière de la Méditerranée. En attendant de passer, ils travaillent en Libye ou se retrouvent coincés dans des centres de détention où ils sont maltraités, exploités, voire tués dans les combats qui ravagent le pays. Je l'annonçais en titre, plusieurs centaines de Marocains, dont de nombreux jeunes, se sont rassemblés à Casablanca pour joindre leur voix aux défenseurs de l'environnement. Ils ont appelé les responsables politiques de la planète à agir face à l'urgence climatique. Des centaines de Marocains, dont de nombreux jeunes, unis pour la même cause dans les rues de Casablanca et Rabat. Faire entendre raison aux responsables politiques de la planète face à l'urgence climatique. Sous un soleil étincelant, ils scandaient divers slogans tels que « Nous avons besoin de solutions »,« Notre planète est en danger »,« Sauvons-la pour nos enfants ». Les Marocains apportaient ainsi leur contribution à la grève pour le climat organisée sur toute la planète. Au Maroc, la protection de l'environnement a été érigée en priorité par l'État marocain qui adopte volontiers une communication prolixe sur ce thème depuis qu'il a accueilli la COP22 en 2017. Les autorités du pays sont particulièrement sensibles aux conséquences du changement climatique dans la mesure où le pays n'en est pas exempté. En effet, selon un rapport consacré aux risques climatiques publié en 2016 par l'Institut royal des études stratégiques, les inondations constituent désormais le premier risque en termes de personnes tuées au niveau national. Les intempéries sont devenues structurelles au Maroc selon ce rapport qui préconise différentes mesures de gestion des risques.
D'une manifestation à une autre, près de 500 000 personnes ont défilé à Montréal avec la militante suédoise Greta Thunberg. C'est dans le cadre d'une nouvelle grève mondiale pour le climat. Près de 500 000 personnes ont défilé vendredi à Montréal avec la militante suédoise Greta Thunberg dans le cadre d'une nouvelle grève mondiale pour le climat. Peu importe, là, je suis déjà venue en mars. Moi, je suis venue à toutes les marches qu'il y avait. Là. Mais c'est sûr que c'est le fun qu'elle soit là. Mais je suis surtout contente parce qu'elle fait venir plus de gens. Des gens venus de divers horizons pour la même cause. On veut sauver la planète et c'est pas nécessairement nos actions, mais c'est nous qui devons montrer l'exemple à les autres générations, puis aux générations futures aussi. C'est maintenant ou jamais. Puis ça me fait peur parce que j'ai peur que ce soit trop tard. Puis j'aimerais ça avoir des enfants. Je ne sais pas si je vais avoir des enfants dans une planète dans la direction qu'on s'en va. Des enfants, il y en avait justement dans le lot des manifestants ce vendredi. Oui, c'est important que les enfants soient là aussi, qu'ils voient qu'on est impliqués, qu'ils soient impliqués eux-mêmes parce qu'ils seront eux-mêmes au cœur de ces changements. Ça ne va pas prendre 5 ans, ça va prendre beaucoup de temps et ils vont se retrouver coincés dans ces changements qui seront en partie déjà là de toute façon. Selon certaines sources, cette marche de vendredi est la plus grosse manifestation de l'histoire du Québec. Elle devrait continuer ici et partout ailleurs dans le monde jusqu'à satisfaction. Pour finir cette édition, selon des Béroutins qui s'expriment sur le décès de l'ancien président français à l'âge de 86 ans, ami de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri, tué dans un attentat à Beyrouth en février 2005, Jacques Chirac était aux côtés du Liban et un des amis du pays. Jacques Chirac faisait partie de la glorieuse histoire du Liban et il était un des amis qui rend les gens fiers. C'est dommage qu'un tel dirigeant meure. Il était respectueux. Il était un ami de Rafik Hariri. Il a facilité plusieurs choses pour lui lors de toutes les conférences de Paris, Paris 1, Paris 2 et Paris 3. Il a eu un rôle important dans la réussite de ces conférences qui ont donné des facilités au Liban avec des taux d'intérêt très bas. Nous sommes reconnaissants envers le président Chirac. Jacques Chirac Le président Chirac avait des relations au Liban. Il travaillait au rassemblement des pays arabes, en incluant l'Iran, qui avait un rôle important dans la région. Si nous remontons un peu dans le temps, il essayait, avec Rafik Hariri, de rassembler l'Arabie Saoudite avec l'Europe et l'Iran. C'est mon analyse. Qu'il repose en paix. Précisons que l'ancien chef de l'État sera inhumé lundi prochain dans le caveau familial du cimetière sud de Paris, où sa fille Laurence repose depuis 2016. Mais bien avant, sa dépouille sera présentée demain dimanche aux Invalides. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous pour l'attention. L'information continue sur Sika TV. Bon week-end à tous.